Voilà, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce colloque hebdomadaire d'épidémiologie. Et j'ai le grand plaisir aujourd'hui de présenter le professeur Dominique Sprumont pour le premier volet d'une série sur l'épidémiologie légale. Et il va nous présenter une introduction sur le droit de la santé et l'épidémiologie légale. On a eu pas mal d'échanges dernièrement, Dominique, et donc il nous a paru important dans le cadre de tes différentes fonctions, dont celle de professeur invité à Unisanté et à la faculté de biologie et de médecine de l'Université de Lausanne, d'intensifier les interactions et d'améliorer les connaissances dans ce domaine au niveau des professionnels de santé publique au niveau académique. Donc, je vais vous présenter brièvement le parcours de Dominique Sprumont qui est très, très riche, hein. Beaucoup de fonctions, un rôle très important dans le domaine du droit de la santé. Il a été notamment cofondateur de l'Institut de droit de la santé de l'Université de Neuchâtel. Il a aussi été co-directeur de la SSPH+. Il est actuellement président de la commission d'éthique de la recherche du canton de Vaud depuis 2018. À la même occasion, professeur invité à Unisanté et à la FBM. Il a été aussi très actif dans le domaine de la recherche, dans le domaine du droit de la santé. Il a de très, très nombreuses publications au niveau de livres, d'articles. Il a aussi été très actif sur la déclaration d'Helsinki et la déclaration de Taipei, donc le domaine de la bioéthique sur la recherche sur l'être humain. Et il est aussi nouvellement membre du comité exécutif du CIOMS, Council for International Organization for Medical Sciences. J'avoue que je ne connaissais pas très bien cette entité, fondée en 1949 par l'OMS et l'UNESCO, et qui est très active dans le domaine de la bioéthique et de la pharmacovigilance. Voilà, donc je vais te passer la parole. On se réjouit de t'entendre aujourd'hui et puis ces prochaines semaines, certaines des personnes qui collaborent avec toi étroitement. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci Muriel, vraiment. Merci pour cette aimable invitation, pour ta très gentille introduction. Je ne sais pas si tout est vrai, mais je vais essayer de répondre aux attentes. Ça me fait très plaisir d'être là. On est en plein Covid, on commence. Là, je vois il y a des gens qui sont en ligne bienvenue à tout le monde. Je crois que ce qui est important, effectivement, comme l'a dit Muriel, c'est qu'on crée des ponts. Nous, avec l'Institut, ça fait 30 ans avec Olivier qu'on crée des ponts. Alors maintenant, on a tellement bien créé des ponts qu'on a pu donner les clés à une nouvelle équipe qui va commencer et qui va participer. Une partie de cette équipe va participer avec Mélanie Lévy et puis Sandra Hotz. Donc, le droit de la santé est en train de s'étendre. La faculté de biologie et de médecine et la faculté de droit de Lausanne viennent de mettre au concours 2 postes qui correspondent parfaitement d'ailleurs au poste d'Olivier Guillot et de moi-même à Neuchâtel. Donc, on se dit, ben voilà, c'est une branche en expansion et donc c'est idéal de venir vous voir aujourd'hui. Il y a un spoiler, hein, je crois que c'est important parce que pas mal de gens, ils ont l'habitude, enfin ils m'ont déjà vu, j'ai fait beaucoup de formations continues ici, ailleurs. Je ne vais pas vous présenter quelque chose qui soit très nouveau hein, par rapport à ce que nous on fait. Alors, et je vais essayer de laisser un peu de place à la discussion. Maintenant, si ça ne marche pas, hop, je n'arrive pas à changer mes slides. Donc là, j'appelle à l'aide. Et Madame qui va me sauver la vie. Elle est merveilleuse. Donc, c'est là-dessus que je vais cliquer. Et voilà, pardonnez-moi. Alors, très important, c'est un métacours, hein, c'est introduction au droit, mais je ne prétends pas vous former par rapport au droit de la santé. Ce qui me paraît important, c'est plutôt comme spécialiste de santé publique, puisque c'est le public d'aujourd'hui, de vous proposer comment nous pouvons mieux utiliser le droit et de manière plus efficace dans la santé publique. Ça, c'est un premier aspect. Et puis un autre aspect, c'est comment vous convaincre, vous, les non-juristes, finalement, pardon pour la faute de frappe, de vous convaincre il faut, par rapport à l'essentiel de ce que vous faites, travailler avec les juristes. Et puis, ce n'est pas une question de travailler en parallèle, mais c'est de travailler ensemble. Je reviendrai là-dessus dans mes conclusions.
je ne veux pas m'éterniser, vous connaissez cette étude, moi je l'aime bien. Elle voulait faire une approche pathogénique ou salutogénique de la santé, mais là c'est une étude sur le taux de mortalité et d'incidence de la tuberculose au Danemark. Vous voyez l'identification du bacille de Koch qui se fait 1881, 82. Je suis assez mauvais avec les chiffres. Et puis donc on repère quel est le bacille qui provoque la tuberculose. Donc on sait ce dont on parle, sauf que le traitement, il vient beaucoup plus tard. Si on parle du vaccin qui vient encore plus tard. Pourtant, la courbe, elle descend. Et cette étude est une réminiscence d'autres études qui datent de maintenant assez longtemps. On se pose la question, finalement, qu'est-ce qui fait qu'on est en bonne santé? J'ai pris une autre slide, non, je l'ai fait gicler, c'est dommage, mais j'avais une autre slide qui concerne If it was a pill, you will fight to get it. C'est un joli article qui a été publié dans Washington Post en 2013, finalement qui nous dit la même chose, c'est-à-dire on pense à notre santé c'est flagrant maintenant avec le Covid, vaccin, médicaments, mais c'est pas ça qui nous a protégés, hein, je reviendrai là-dessus. En fait, ça fait depuis les années 70 qu'on a compris que le système de soins n'était pas la panacée pour la santé. Quand Beveridge crée le National Health System en 46-47 en Angleterre, ils ne pensent pas au financement. Parce qu'il dit de toute façon, comme les gens ont un accès universel aux soins, bah, ils seront guéris. Donc ils ne seront pas malades, donc on n'aura pas de problème de financement puisque tout le monde sera en bonne santé. Ce qui est une manière un petit peu naïve de concevoir les choses en ignorant le vieillissement de la population, l'augmentation des coûts à travers l'innovation et aussi la médiocrité du système de soins pour nous maintenir en bonne santé. Et donc on fait appel, fin des années 70, début des années 80, des économistes, dont Robert Evans et son collègue Gregory Stoddart, pour développer des modèles économiques, pour comprendre pourquoi investir plus dans le système de soins ne nous rend pas en meilleure santé. Et le point essentiel, il faut impérativement distinguer le système de soins du système de santé. Le système de soins s'occupe globalement des malades et de ceux qui potentiellement pourraient tomber malades en leur proposant des soins de santé. Et puis il y a tout le reste, il y a les déterminants physiques, il y a le patrimoine génétique, il y a l'environnement social, il y a notre comportement individuel et collectif, il y a notre comportement aussi et notre réactivité en termes biologiques, physiologiques, etc., qui interviennent. Et donc investir plus dans le système de soins, finalement, c'est délétère pour la santé. Donc c'est confirmé. Alors là, j'ai cité Gianfranco Domenichetti qui nous a quittés trop vite. Et qui nous manque, mais Gianfranco Domenichetti, et les chiffres de Gianfranco 2004, ils sont confirmés. Alors je vois Muriel qui fait quoi, je ne sais pas juste, mais alors, tu demanderas à Joachim Marty, puisque j'ai fait valider ça par Joachim Marty, un de vos collègues. Moi, j'ai 4 ou 5 études à vous présenter qui arrivent aux mêmes conclusions. Les chiffres varient, hein, ça peut aller de 10 à 20%, ça ne va jamais au-dessus de 20%, jamais au-dessus de 20%. Et pour le reste, oui, on peut discuter si c'est 20 ou 25% pour l'environnement physique, mais clairement 45-50% par rapport au comportement, ça, il n'y a pas de discussion. C'est là où on sauve les vies, c'est là où les gens sont en bonne santé. Donc on doit un petit peu réfléchir. J'aurais plein d'autres slides, mais je ne vais pas vous les montrer aujourd'hui. Si ça vous amuse, on donne des casses en droit de la santé à l'Université de Neuchâtel. Ce que j'aimerais quand même retenir pour faire de la pub à Unisanté, là j'ai pris 2 études qui ont été publiées dans la revue médicale suisse par notamment des gens d'Unisanté sur la relation entre vulnérabilité et Covid et le lien direct entre les deux. Et je pense que le Covid et inégalité, ça met en exergue le défi que représente la pandémie du point de vue des inégalités, du point de vue légal et du point de vue des droits humains. Et comme c'est sympa, je pense aussi à nos collègues de Genève, c'est une étude notamment auquel a contribué Idriss Guessous et Stéphane Yost, je crois qu'il bosse aussi avec vous en partie. Donc, par rapport à la distribution du SARS-CoV-2 des clusters, donc de ces noyaux d'émergence du Covid à Genève, et c'est impressionnant de voir qu'on a une ville d'une assez grande densité, avec une proximité par rapport à l'environnement physique, en tout cas, qui fait que il n'y a pas vraiment de différence. Et selon que vous soyez dans un quartier privilégié, ici symbolisé en bleu, ou dans un quartier défavorisé, symbolisé en rouge, votre risque de mourir du Covid, si vous le contractez, passe du simple au double. Donc, ce n'est pas le virus qui tue, c'est les inégalités. Et moi, ça m'interpelle comme juriste.
dans la Constitution fédérale, on a l'article 8. Alors pour l'égalité, j'ai mis en anglais aussi parfois, comme ça, parce qu'il y a pas mal d'entre vous, je pense, qui ne maîtrisaient pas toujours complètement la langue française. Donc, on a la Constitution en anglais à disposition. Et toutes mes slides, il y a des liens Internet, vous pouvez récupérer les textes qui sont derrière. L'idée, le principe qu'on est tous égaux devant la loi. Et l'État a une obligation de nous traiter de manière égale. Ben, cette slide, elle démontre que l'État, et ce n'est pas la faute à Mauropodia, hein, c'est vraiment un problème d'organisation même de la société. On doit se poser la question. De quoi on parle? Du droit de la santé. Je vous propose une définition. C'est d'une part l'étude des compétences législatives puis des devoirs de l'État qui visent à assurer les conditions nécessaires pour que la population soit en bonne santé. C'est ce que vous percevez comme étant le droit de la santé. On parle de police sanitaire. Hein. J'ai le plaisir de rencontrer Sir Michael Marmot. J'avais invité à la conférence suisse de santé publique 2019 qui s'était tenue à Neuchâtel. Ça avait été très sympa. Et Michael Marmot dit, "Oh yes, Dominique, I always have a chapter on the law." And I say, "Yes, Sir Michael Marmot, but your chapters are only about the specific regulation on public health and not about anything else." Et ça, c'est dommage. Parce que le droit de la santé, ce n'est pas que cet aspect-là, c'est aussi l'étude des limites de la puissance publique par rapport à notre capacité de rester en bonne santé. Et le débat actuellement par rapport aux anti-vaccins et aux résistants aux politiques de santé qu'on nous propose, il est totalement choubladissé dans le monde de la santé publique. On dit vaccin, médicaments, etc. Oui, mais si les gens ne veulent pas, en médecine, c'est un problème classique, la compliance, qui existe, qui est vieux comme le monde. Hein. J'ai des textes de Pythagore qui traitent d'Hippocrate qui traitent de cette résistance des patients puis de la nécessité de travailler avec eux pour les convaincre. Donc, on doit enlever cette idée de la santé publique qui est, par définition, moralisatrice, ça fait un peu schtroumpf à lunettes. Alors bon, c'était mon surnom à l'école, mais bon, j'essaie de l'évoluer, mais il faut arrêter de considérer la santé publique comme pas fumer, pas manger, pas faire l'amour, aller courir, etc. Puis, non, il ne peut pas y avoir de santé publique sans liberté. Et je pense que c'est très important parce que, je reviendrai là-dessus, dans la définition d'ailleurs de la santé et de l'intérêt public, le tribunal fédéral dit dans la conception actuelle de l'état de droit, la santé est considérée en quelque sorte comme une tâche ou un service public. Et historiquement, la santé est l'intérêt public avec lequel on a le plus de facilité de faire avaler des couleuvres à la population pour imposer des mesures extrêmement liberticides. L'UDC a proposé il y a quelques années de bloquer la frontière aux personnes qui étaient séropositives HIV, ou en tout cas de leur faire passer un test à l'entrée. Les États-Unis l'ont fait pendant des années. Obama est arrivé, il a levé cette interdiction. Il y a des histoires encore plus dramatiques. Hein. On revient à la Shoah. La Shoah prend racine dans certaines visions qui étaient totalement normales en santé publique à l'époque, comme quoi Kirchhoff le disait, on peut soigner la société comme on peut soigner le corps humain, et donc on va désinfecter la population mondiale de certains groupes d'Untermensch, etc. Donc soyons très très attentifs à s'éloigner de ces visions-là, même si en même temps c'est vrai qu'on peut parler de santé publique comme un service de l'État. Moi, ce que je vous propose, c'est de vraiment percevoir la santé, comment les juristes le font, et d'abord, la santé, c'est un droit fondamental. Le droit à la santé, le droit d'avoir le meilleur état de santé que vous pouvez avoir compte tenu de votre patrimoine génétique, compte tenu de votre environnement physique, compte tenu de votre statut socio-économique. Mais c'est aussi un bien de la personnalité. Notre santé nous est donnée par le simple fait qu'on existe. C'est la nôtre. Mais sauf que, comme le tribunal fédéral l'a aussi dit, je reviendrai là-dessus, différencier la santé individuelle de la santé collective, c'est impossible. C'est impossible. Je ne peux pas être en bonne santé si vous n'êtes pas en bonne santé. On est tous démasqués dans la salle, on a vérifié les règlements. Je vous rassure, pour ceux qui regardent de l'extérieur, vous avez bien fait de vous protéger si vous avez peur, mais on peut ici, dans cette pièce, on a tous montré notre passe Covid et on a vérifié qu'on pouvait le faire, mais on ne peut pas être en bonne santé si les autres ne le sont pas. Mais la santé est aussi un intérêt public. Je reviendrai là-dessus plus tard. L'important, c'est de voir le droit de la santé
comme étant l'ensemble des normes qui, directement ou indirectement, traitent de la promotion, de la protection et de la restauration de la santé. Alors, on a le pilier traditionnel, le droit interventionnel de la santé, ce que Michael Marmot met dans ses livres sur les déterminants sociaux. Je reviendrai là-dessus juste après. Après, il y a le droit structurel de la santé, c'est l'organisation. Et vous avez remarqué que c'est pas anodin de savoir si la décision elle doit être prise par la Confédération, bien par les cantons, bien par la commune. C'est pas anodin. Et c'est pas propre à la Suisse hein, par rapport à ce débat. Vous avez vu certainement, vous suivez le débat aux États-Unis où il y a cette tension permanente entre qui peut prendre quelle décision, à quel niveau, avec quelles ressources. Bon, pour la petite histoire, on a beaucoup attaqué Bercy avec les masques au démarrage. Quand vous regardez le plan de préparation aux épidémies qui existe, hein, qui est là, hein, pas seulement pour la grippe aviaire, c'est écrit noir sur blanc, c'est les cantons hein, qui devaient acheter des masques. Ça comme ça, mais c'est pas grave. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est le droit incident de la santé. C'est tout ce droit dont on ne parle pas et qui pourtant a une incidence. Alors, illustrons ça. D'abord, le droit interventionnel, ce qu'on parle de police sanitaire. Alors, la qualité de l'air, les denrées alimentaires, la lutte anti-tabac qui est si chère à notre directeur d'Unisanté, sur lequel je ferai une petite conférence plus tard, le contrôle des denrées alimentaires, réglementation des établissements de soins, etc. On est dans du beau droit public, de la santé publique. On protège. La phrase « le droit prolonge la vie », Adrian Kunz, il est juriste à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, et lui, il le dit toujours « Dominique, le droit prolonge la vie ». Et ça, je dis, Adrian, ganz einverstanden. À part ça, un autre exemple, et là, on est dans un premier rapport qui a été produit en Chine sur l'émergence du Covid, et c'est important, c'était très très vite, hein. On remarque, officiellement, on remarque le 1er janvier qu'il y a quelque chose qui se passe dans ce marché à Hunan, qui est contrôlé. Et puis, assez rapidement, donc à peine 20 jours après, on bloque la ville de Wuhan et un peu plus tard, on prolonge les vacances annuelles en Chine en disant aux gens de rester chez eux. Il n'y avait pas de vaccin à l'époque, il n'y avait pas de médicaments. Donc, ce qui a évité que ce soit pire, et puis j'aurais pu prendre des données ailleurs, hein, c'est le comportement individuel. C'est le comportement individuel qui était imposé collectivement, qui fait qu'à la fin, on s'est protégé soi-même. Je reviens sur ma définition du droit de la santé, qui n'est pas que la mesure active, mais qui traite aussi la question des libertés et de la limitation de ces libertés. Un peu ça, c'est à discuter. Mais clairement, c'est le comportement des gens qui nous a protégés. C'est notre comportement collectif qui nous a protégés. Petit point quand même, il faut le mentionner, un héros, Li Wenliang, qui est décédé le 7 février, lui avait repéré qu'il y avait quelque chose de bizarre qui se passait. Il a fait une annonce dans son blog, il a partagé cette info avec ses copains. Il s'est retrouvé condamné pour avoir fait suivre des fausses données. Ça démontre que les droits de la santé, les droits humains sont bons pour la santé. S'il n'y avait pas cette vision autoritaire et totalitariste qui existe en Chine, Li Wenliang probablement aurait été mieux entendu et on aurait pu agir plus vite. Donc il faut promouvoir la liberté d'expression pour tout le monde. Le droit structurel de la santé, c'est ce droit, comme j'ai signalé, qui va définir les pouvoirs, les obligations, les structures des agences de santé publique, hein, et pas seulement du système de soins. Alors ici, on a notre nouvelle directrice depuis l'année de l'Office fédéral de la santé publique, et je ne vous présente pas le Conseil fédéral Alain Berset. Puis enfin, last but not least, le droit incident de la santé. Alors là, j'ai pris de manière un peu provocatrice un exemple qui est lié à l'avortement. Alors certains vont dire, mais l'avortement, ça c'est lié à la santé. Le débat principal aux États-Unis actuellement à la Cour suprême, c'est pas un débat lié à la santé, c'est un débat qui est lié à certains mouvements pro-life avec une certaine conception de ce que c'est justement la conception et le début de la conception de la vie, avec une certaine vision de comment on doit protéger la vie des enfants à naître. Très bien. Quand on fait des études sur l'impact de législation qui encadre l'avortement, qu'est-ce qu'on constate? C'est que les législations qui sont les moins restrictives
aboutissent concrètement, dans les pays en question, à avoir le moins d'avortements qui se font de manière sûre pour les femmes concernées. Il y a 47 000 femmes dans le monde qui meurent d'un avortement non contrôlé, en régime non contrôlé. Il y a, et là les chiffres sont plusieurs centaines de milliers de femmes chaque année dont la santé est définitivement atteinte et les capacités reproductrices, mais pas seulement ça, il y a plein de handicaps qui sont liés à l'avortement. Et là, une loi, en fait, paradoxalement, qui est plus progressiste et plus ouverte par rapport à la question de l'avortement en dialogue avec les femmes, s'avère davantage limiter le nombre d'avortements. Et on l'a vu en Suisse quand on a introduit la solution des délais, en fait, les chiffres, ils ont baissé. Et cet argument, je vous le présente à vous, mais je l'ai présenté à la conférence suisse des évêques quand il a fallu voter en Suisse sur cette initiative, soi-disant l'avortement une affaire privée, où on voulait retirer le financement par les caisses maladie. Ben, je suis très content parce que les évêques, ce n'est pas à cause de moi, mais ils ont refusé de soutenir, cette initiative. Donc, et un autre exemple, c'est la santé des enfants. Puis là, c'est la catastrophe. C'est le rapport qui est sorti l'année passée sur la santé des enfants. La Suisse ne fait pas mieux que les autres. Et on est plein de fric, on a tous les moyens du monde et on ne fait pas mieux. Nos enfants, ils vont mal. Et ça, c'est un pur scandale. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'ils aillent mieux? Ben, il faut qu'ils puissent aller à la cour d'école, il faut qu'ils aient des places de jeu, il faut qu'ils puissent vivre, ils puissent manger sainement, etc. Et c'est pas aller chez le pédiatre, hein, même si j'aime beaucoup les pédiatres, il n'y a pas de ça, mais c'est beaucoup plus large. Et donc le droit, là, qui s'occupe de la protection de la jeunesse, doit aller beaucoup plus loin. Alors, conclusion par rapport à mon introduction, le droit de la santé est un déterminant social de la santé. Je vais même dire que c'est un des principaux déterminants sociaux de la santé. Pourquoi? Eh ben, je vais vous résumer tout ça sous une étiquette que je vais appeler Better Health Faster, une meilleure santé plus vite. De quoi parle-t-on? Eh bien, première chose, le droit est essentiel pour la santé publique. Le CDC a publié fin 99, la fin du XXe siècle, un rapport sur les 10 plus grandes réussites de la santé publique aux États-Unis. Selon le CDC, eh ben, vous prenez la liste, les vaccinations, la fluoridation de l'eau potable, une meilleure santé pour les mères et les enfants, meilleure sécurité alimentaire, puisqu'il y a un institut de santé au travail ici aussi, la question de la santé, la sécurité au travail, etc. Aucun de ces succès ne s'est fait sans cadre légal. Il n'y en a pas un. Vous pouvez fouiller, il n'y en a pas. Il y a chaque fois un cadre légal qui a permis d'agir. Et c'est seulement quand on a introduit le cadre légal que l'action est devenue efficace. Point barre. Après, vous dites, ouais, mais c'est spécial parce que c'est seulement ces 10 domaines. Je dis, OK, si vous êtes des scientifiques et vous me posez la question comme ça, apportez-moi la preuve que c'est spécial et qu'il n'y a que ça dans ces 10 domaines. Moi, je vous renvoie à la politesse en me disant, non, non, c'est dans tous les domaines potentiellement comme ça. Et c'est à force de vouloir pas l'admettre que vous perdez du temps à mettre de l'eau dans le sable. Mais ça, je vous taquine. Donc, deuxièmement, le droit, c'est pas qu'un outil. C'est dire, ah ouais, Dominique, tu viens, on a réfléchi, tu pourrais pas faire une loi là-dessus. Non, parce que si, peut-être qu'on n'a pas besoin d'une loi. Peut-être que le problème, il n'est pas normatif, peut-être qu'il est ailleurs. On doit comprendre ce qu'on doit faire et de dire, ah, on va faire une loi à la fin parce qu'on a trouvé une solution, c'est faux, ça marche pas comme ça. C'est plus compliqué parce qu'il y a justement ce fameux droit incident de la santé qui est là. Alors c'est clair que je reviendrai aussi là-dessus. Le droit a pour effet d'influencer directement les comportements, mais le droit, très important, il influence le statut socio-économique. Et ça, c'est le troisième prémisse. Le droit est une des seules manières pour comprendre et impacter les déterminants sociaux de la santé. Frieden, ancien directeur du CDC aussi, a écrit un article. Alors moi, à mes étudiants, je dis, mais lisez-le, ça fait 5 ou 6, en fait, ça fait 7 pages, mais il y a l'intro, ça remplit de la page, et puis après, il y a la bibliographie. Il y a 5 pages à lire, c'est pas compliqué. Et notamment, il y a cette pyramide. Quand on parle santé publique, Stéphane Yos, qui est venu donner un cours à Neuchâtel la semaine passée dans un programme doctoral qui s'appelle Santé, Médecine et Société. S'il y a des étudiants qui sont intéressés, venez à Neuchâtel. On fait un prochain séminaire le 16-17 novembre sur Gender Studies. Le point important, c'est que
comme exemple de santé publique, il a pris des affiches sur manger des pommes, et puis comment il faut bien se comporter. Faire des campagnes avec des affiches dans la santé publique, on adore ça. Ben, Frieden, il dit ça marche globalement pas parce que les affiches, ça demande beaucoup d'efforts. Ça demande pour les gens de réagir, puis donc globalement, ça marche pas. Ce qui marche le mieux, c'est le facteur socio-économique. Et je reviens aux études de Idriss Guessous et Stéphanios et autres là, que j'ai présentées sur le Covid. C'est comme ça. Et si vous ne le savez pas comme expert en santé publique, ben, c'est dommage parce que c'est une réalité. Et les articles sur les inégalités et Covid sont bien là. Alors c'est intéressant, moi, je ne vais pas épiloguer, mais là c'est une jolie petite étude qui fait vraiment un lien entre le niveau de développement de l'état de droit dans des pays et la qualité de la santé. Alors c'est pas une étude qui est, et je le reconnais, une étude qui apporte une démonstration d'un lien évident et scientifique entre les deux, mais il y a des indices qui montrent que ça vaudrait la peine d'approfondir les choses. D'ailleurs, l'OMS a publié en 2017 un texte de Vital Role of Law in Advancing the Right to Health pour bien montrer qu'il fallait tenir compte de cet élément. Et dans les objectifs de développement durable, bien sûr, il y a l'article 3 par rapport à la santé. Il y a l'article 16 aussi par rapport à la justice et à l'équité. Et pour revenir, j'aime bien Cicéron citer une citation latine, Salus populi est suprema lex. Se trouve sur le frontispice du Parlement fédéral. Hein, dans le bâtiment, rentrez, vous allez retrouver ça à Berne. Dommage que c'est un peu souvent oublié, notamment sur la loi sur le tabac et d'autres, mais l'idée, c'est quand même que la santé, le bien-être du peuple devrait être la loi suprême. Et j'en viens justement à la nécessité, à mon avis, mais je ne suis pas seul, de dire qu'il faudrait qu'on fasse de l'épidémiologie légale, à savoir qu'on étudie de manière scientifique la relation entre les normes légales, entre le droit d'un côté, et puis la santé de la population. Ça paraît un peu une évidence hein, par rapport à tout ce que je vous présente. Et puis là, je vous fais une introduction, ça va très vite. De nouveau, vous pouvez venir suivre des cours. À Neuchâtel, à Unisanté aussi, il y a des cours. Hein, il y a un super cas, ça existe. C'est la machine à café, vous inquiétez pas. Tout va bien, il n'y a pas de tremblement de terre. Deux manières dont le droit va influencer la santé. Et ça, c'est important. Il y a une manière, c'est par rapport au contexte. Le droit influence le contexte et donc l'ensemble des déterminants sociaux de la santé. Les inégalités sont directement concernées par le droit. Le statut des femmes migrantes sans permis de travail à Genève a été mis en évidence. Je ne sais pas si vous avez en tête les queues qui sont encore là, malheureusement, de personnes qui allaient chercher des cornets de nourriture. Ça fait peur. Ben, c'est parce que le statut de ces femmes ont fait qu'elles étaient précarisées. Leur patron, très sympa, ils ont oublié de les payer, ou bien ils ont considéré comme tu ne travailles pas, je ne te paye pas, c'est en violation du droit. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui sont des employés. Hein. Si l'État de vous avait décidé, vous êtes à la maison, vous ne bossez pas, donc on ne vous paye pas. Ça, c'est un truc certains membres de la task force, qui sont devenus membres de la task force, ne comprenaient pas en hurlant sur le Conseil fédéral. Mais il faut qu'on confine le pays. Comment ça se fait que ça se fait pas? Alors vous avez un très brillant conseiller fédéral, Guy Parmelin, qui a répondu très posément devant la caméra dans un 19h30 en disant mais monsieur, c'est pas la loi qui compte, c'est les comportements. À ce moment-là, le Conseil fédéral n'avait pas voté les 63 milliards qui ont rassuré les gens pour savoir que s'ils restaient à la maison, oui, ils auront des RHT, oui, on va étendre le chômage, oui, on va aider les petites entreprises, oui, oui, oui. Et tant qu'on n'a pas dit ça, la Suisse n'est pas différente que le Vietnam ou bien que le Mali. On a besoin de manger à la fin de la journée. Puis si on ne sait pas comment faire, ben, ça ne va pas le faire. Donc, les lois, elles influencent le contexte, et ça c'est très important, elles influencent aussi les comportements. Alors, dans la santé publique, on voit surtout la loi de police sanitaire et on pense au comportement. Il ne faut pas fumer, il faut manger sainement, etc. Mais pensez au contexte. Deuxième élément, l'evidence-based policy, la politique basée sur les preuves, c'est le résultat, mais pas le point de départ. La plupart des politiques, elles sont faites sur une intuition. On dit, on pourrait faire comme ça. On dit, OK, on y va. Alors, on écrit le texte, hein, on le fait passer. Et puis, après, on va l'améliorer, on va l'affiner, on va faire des évaluations. Puis c'est à travers ces évaluations qu'on va
avoir justement une norme qui s'est améliorée avec pour résultat une evidence-based policy. Mais ça vient après. Hein. Je ris d'avance quand le Conseil fédéral fera une évaluation, ce qu'il ne va jamais faire, des 50 francs donnés aux parrains qui vont encourager les gens à se faire vacciner. Moi, j'ai des voisins qui ne sont pas encore complètement vaccinés. Je leur ai dit... Non, mais c'est pour ça. Non, justement, j'aurais dit, écoute, mais non, on est super potes en plus. J'aurais dit, mais écoute, et si vous êtes d'accord, puis je vous donne à vous. Je ne vois pas pourquoi. Moi, je prendrais 50 francs si eux qui sont en train de se faire vacciner, ils sont un peu hésitants. Enfin bref, je suis sûr que celle-là, si on a fait une évaluation a posteriori, le résultat, c'est que c'était nul, quoi. Mais c'est pas grave. Alors, nous, ce qu'on souhaiterait comme juriste, c'est qu'on fasse un choix réfléchi au départ. Je crois que j'étais avec toi, Muriel, à Zurich, c'était le projet, comment il s'appelle, le responsable du projet NICE? Il partait pour discuter l'ordonnance d'application de la loi sur l'enregistrement des maladies oncologiques. Tu vois qui c'est? Bon, il est très sympa, il est à Zurich, il partait, puis j'ai dit, ah, t'as des juristes avec ça? Non. Rolf Heuser. Je dis, ouais, Rolf, super. Hein. Il partait à Berne, il était tout seul, puis il allait négocier la mise en œuvre de la loi qui est une loi catastrophique d'une certaine manière. Je ne le cache pas, mais on peut l'améliorer, mais j'espère que le canton va le faire. Le fait est, c'est qu'il faut qu'on fasse un choix réfléchi, éduqué quand on produit la loi, et ça, c'est possible. Et non seulement c'est possible, mais ça va nous aider. Il y a un principe de base, alors tout ça c'est des théories, je vous ai mis des références, c'est Scott Burris qui m'a beaucoup aidé à mieux comprendre les choses. Et Scott, il nous dit, il y a 5 services essentiels du droit de la santé publique. Et dans ces services, il y a une première étape à faire, il faut savoir ce qu'on veut faire. Il faut définir un peu la politique qu'on veut mettre en œuvre avec les dernières connaissances scientifiques au sens épidémiologique, biomédical, mais également social, anthropologique, sociologique. C'est super d'avoir des vaccins si vous avez 30% de la population qui veut se faire vacciner et de réagir 6 mois après la campagne de vaccination pour savoir comment on va s'occuper des gens qui veulent se faire vacciner. Il n'y avait pas d'argent qui a été mis. Alors, je sais que l'État de Vaud a donné plein de sous pour une étude historique du Covid, mais ils n'ont rien donné pour évaluer l'impact des lois. Hein. Mais l'histoire, ça c'est bien, on va s'en occuper. Mais bon, il faut faire une politique de mise en œuvre, il faut savoir ce qu'on fait, et ça doit être evidence-based. Ensuite, il faut le rédiger, le texte. Il faut suivre son adoption. Alors là, c'est plutôt des juristes, évidemment, c'est des spécialistes de la norme qui peuvent formuler des choses dans le système en disant, là, il faut agir. Vous n'avez pas de base constitutionnelle, il faut une base constitutionnelle. Vous n'avez pas de loi, il faut une loi. L'article 5 de la Constitution dit, le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. Ou bien peut-être qu'il suffit de changer une norme de financement tout en bas de la hiérarchie, et puis ça suffit. Il ne faut pas tout de suite penser, quand on pense à une loi, qu'il faut passer à les gros systèmes. Mais bon, il faut le faire. Ça, c'est le deuxième service essentiel. Il faut formuler votre politique en termes normatifs. Et après, il faut le faire adopter. Il faut le faire adopter. Quand vous faites adopter vos textes, il faut convaincre les politiciens. Superbe exemple, la loi sur la promotion de la santé qui n'est pas passée à une voix près. Vous avez une super loi, mais qui ne passe pas. Ça ne sert à rien. J'ai vu beaucoup de lois qui ne sont pas passées, même si elles étaient, du point de vue des auteurs, absolument géniales. Mais oui, mais ce n'est pas passé. Puis ensuite, il faut faire les outils pour l'engagement communautaire, à savoir que votre loi que vous avez adoptée, il faut des organes de contrôle, il faut un financement, il faut des gens dans l'administration qui s'en occupent. Puis il faut que les acteurs eux-mêmes, ils savent ce qu'ils doivent faire. Là, l'EMO, c'est un bel exemple. Qu'est-ce que je fais avec cette loi? Ok, j'ai le droit de faire mes registres, on m'a donné une base légale, avec la nouvelle législation sur la protection des données, ça va me faciliter la tâche. Ouais, c'est pas si simple, ça coûte des sous, où est-ce que je vais mettre mon serveur, avec quel système? Et ça arrive assez souvent d'ailleurs que c'est pas prévu. Hein. Et moi j'ai un exemple dans mon domaine qui est la recherche. La loi française, la loi Ourier-Cyrus-Pla, qui était la première loi française bioéthique sur la recherche biomédicale, avait prévu ce qu'on appelait des CPP, des commissions de protection de la personne. En Suisse, les commissions d'éthique de la recherche. Le financement n'était pas prévu, ça a pris 4 ans pour les organiser, pour les financer. Donc il y a eu un gap qui était là. Donc moi, comme juriste, je ne suis pas jamais trop inquiet quand une loi entre en vigueur, c'est non pas tout de suite en vigueur, parce que je sais qu'il y a ce gap qui est inhérent au système et qui est proportionnel à la préparation que les gens ont mis dans le processus. Mais on doit le faire. Et puis last but not least, vous devez évaluer tout ça.
Et puis en évaluant, ben, vous revenez au début de la boucle et puis vous améliorez. Hein, je dis, evidence-based policy, c'est le output du système, c'est pas le point de départ. Et avec tout ça, je vais revenir en arrière, je ne pose pas là. Avec tout ça, finalement, on a une meilleure santé plus vite. L'introduction de l'interdiction de la fumée passive au Tessin, il y a des études épidémiologiques, allez les regarder. Le week-end d'après, il y a eu des baisses de certaines consultations aux urgences de l'hôpital, enfin des hôpitaux au Tessin. Le week-end d'après, c'est action-réaction. Puis après, on se dit, mais si j'avais introduit cette loi une semaine avant, un mois, une année, 2 ans, moi, les bras me tombent, hein, parfois. Parce que là, il y a de nouveau des propositions. Fribourg a proposé de faire, c'est une initiative cantonale pour faire des règles sur la nutrition au niveau fédéral. Vaud a fait une initiative, Neuchâtel a fait une initiative. À chaque fois, ça s'est fait balayer au champ fédéral. Malheureusement, pour ceux qui sont dans la nutrition, arrêtez de fonctionner comme ça parce que il n'y a pas un parlementaire à Berne qui a un poids politique réel qui sera prêt à soutenir, puisqu'il ne va pas aller se faire casser la figure pour la 3e fois. Pourtant, ça va se produire. Hein. Et c'est dommage. Alors que si on fait les choses correctement, puis qu'on introduit dans le système, on pourrait avoir une loi on fait une législation sur la nutrition qui fonctionne. Alors, ce que je viens de vous présenter, c'est un modèle qui est connu. Vous connaissez, alors là j'ai pris le modèle CDC hein, par rapport au développement des politiques de santé. Là je vous ai pris un autre modèle, c'est l'OMS Europe qui a développé cette approche-là. Donc cette idée hein, de fonctionner un peu en cercle et puis d'avancer à partir de l'idée jusqu'à sa réalisation, son évaluation. Et on recommence, et on recommence, et on recommence. C'est ça qui est fun aussi dans notre métier, c'est qu'on ne peut pas s'arrêter. Ben, comment on doit faire? Ben, la première chose, on doit mesurer. Et ça, vous adorez faire ça en épidémiologie. Hein, on aime des chasseurs d'informations, collecter tout ça. Et moi, j'aime bien ce texte qui m'a été proposé par Géraldine Marx, qui va intervenir plus tard dans la formation, Shriki et autres. C'est « What gets measured gets changed ». Si vous mesurez quelque chose, ben, vous modifiez la chose que vous mesurez automatiquement. Et c'est clair que ben, vous le savez, puisque vous faites de la surveillance épidémiologique des maladies. Hein, je pense que c'est un truc auquel ça vous paraît assez naturel de procéder. Bon, alors, et pourquoi c'est utile? Ben parce qu'à partir de là, vous pouvez prendre une action. Ben pourquoi on ne fait pas de l'épidémiologie légale? Qu'on étudie l'impact des lois sur la santé. On pourrait faire la même chose. On pourrait regarder tout simplement ben, quelle action on pourrait faire. Ben, par exemple, on observe la variété et la répartition des lois sur la santé. Un truc incroyable, des cantons romans n'ont même pas été capables de faire une simple étude, mais qui ont été simples. Les moyens technologiques existent. Je n'ai pas le temps de les développer ici, c'est Géraldine qui va vous les donner. Mais quand on a eu la reprise scolaire cette année, où chaque canton a décidé de faire un petit peu différemment. Il n'y a personne qui a eu l'idée, tiens, on va coder les lois et on va comparer Valais, Vaud, Fribourg, Neuchâtel, etc. Et moi, je suis sûr que si on avait fait ça, on aurait vu apparaître, même à l'intérieur de certains cantons, puisqu'il y a des variations communales, on aurait pu dire, ah, ça c'est bizarre, là ils ont plus de clusters, ah, là ils en ont moins. Et on peut le faire en l'espace de jours, hein, de semaines. Ça prend 2 semaines pour voir les clusters. Donc, voilà. Après 2 semaines, vous auriez une image. Et puis, vous auriez pu dire aux autres, alors ceux qui ont choisi système 0, vous pouvez abandonner. Et puis ceux-là, bravo, ça va bien. Alors, comment on fait pour aller faire le benchmarking? Mais ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Dommage. Autre chose qu'on peut faire, on étudie l'impact justement de ces mesures sur la santé. On peut regarder aussi les priorités de recherche. Pendant Covid, il y a eu un call hein, financé par le FNS. Le premier call, moi j'étais dedans, enfin j'ai voulu être dedans, puis on a dit non, mais c'est pour les vrais scientifiques. Alors je me suis un peu énervé, j'ai écrit à Alain Berset, puis à un certain nombre de personnes. J'ai reçu un email assez gentil peu de temps après. Non, je l'ai fait. Et on me dit non, c'est ouvert pour tout le monde. Alors sur les 70 projets ou les 60 projets, je crois qu'il y en a eu 2 ou 3 qui concernaient les sciences humaines et sociales, dont un très très important, c'est les mécanismes d'accompagnement des mourants. Ce qui est pas inintéressant, je ne vais pas dire le contraire, parce que humainement c'était très dur, d'un point de vue éthique c'était très dur pour les soignants, mais d'un point de vue des priorités, moi je suis désolé, hein, les jeunes,
on ne sait pas ce qu'ils pensent. Les segundos, leurs parents plutôt qui ne parlent pas français, on ne sait pas comment ils accèdent à l'information. Là, il y a des gros vides. Donc la priorité, est-ce que c'était de regarder les rituels, la modification des rituels d'enterrement pour les morts du Covid, ou bien d'autres éléments? Ça, je ne sais pas. Et on peut continuer par rapport à identifier les déterminants légaux de la santé. Actuellement, il y a des outils qui existent. Il y a des vieux outils, hein, il y a des, là je prends des exemples, hein, l'Organisation internationale du travail, elle est assez bien organisée. Il y a un COVID-19 Law Lab qui a été créé. Le problème, c'est qu'ils ont des banques de données très statiques qui ne permettent pas de comparaison, elles ne permettent pas Il y a des collections, voilà, c'est des données, mais comme ça, mais elles sont assez mortes, elles sont statiques. UNAIDS a fait un peu mieux avec une base de données interactive où il y a le contenu des normes qui est quand même mis en avant, où là on peut commencer à faire de la comparaison, mais on n'a pas un accès direct aux normes, on n'a pas non plus la possibilité d'avoir une vision sur la profondeur et sur la durée. Il y a des autres outils qui existent. Alors un de ces outils s'appelle Law Atlas, on collabore, c'est Scott Burris qui le fait, mais là par exemple pour ce qui est il y a un projet aux États-Unis sur le suivi des politiques en matière d'alcoolisme, un système d'information qui fonctionne. Et là, on a accès au contenu, on a la possibilité de les comparer, ces contenus, quelle que soit la langue. Hein. Moi, j'ai fait, à titre pilote financé par le BAG, une étude comparative sur la mise en œuvre du règlement sanitaire international avant le Covid, avec comparaison des législations dans des pays qui ont des langues tout à fait accessibles, comme la Géorgie, le Kyrgyzstan, la Serbie et la Suisse, et on a pu le faire. Les outils, ils existent. Il ne faut pas dire « Ah, mais c'est compliqué ». Ben oui, c'est compliqué. Nous, on est des pros, on peut le faire. Et il y a des gens qui ont développé la méthodologie. C'est compliqué, mais c'est faisable. Et puis après, justement, on peut comparer, et puis on peut le faire sur la durée, et on peut donner accès aux textes originaux dans la langue originale, ce qui est absolument indispensable. C'est possible. On avait une vision traditionnelle. Je suis en train d'arriver au bout. Quel est le temps qui me reste? C'est bon? 42, ça va bien, parce que comme ça, on aura un peu de place pour la discussion avec les gens qui sont là, et ailleurs, j'espère que vous pourrez faire en sorte qu'ils puissent interagir. On ne vous a pas oublié, mais on a souvent vu, et l'Institut du droit de la santé, moi je fais le mea culpa, l'idée que le droit de la santé, c'était l'affaire des juristes. Et que la manière de faire du droit de la santé, finalement, relevait du rôle traditionnel du juriste, de conseiller, et puis finalement d'étudier, d'analyser les normes, et puis après aussi de représenter des clients. L'Institut du droit de la santé a le secrétariat général de la classe, donc la conférence latine des affaires sanitaires et sociales, et par ce biais, on a conseillé, accompagné, représenté les autorités en matière de santé durant les dernières décennies. Ça, c'était la vision, hein, rôle traditionnel du juriste. On peut parler de la pratique traditionnelle, donc du droit de la santé, avec ce triple pilier qui est là. Dans l'Institut, mentionné, j'ai publié quelques articles, on a fait quelques conférences, quelques livres, et puis on a produit quelques lois, parce qu'on a intervenu dans toutes les législations sanitaires cantonales romandes, voilà, on a fait ça. Et ben moi, je vais vous dire quelque chose. On aurait dû mettre en cause beaucoup plus rapidement. Alors, je fais mon mea culpa pour le Better Health Faster, parce que nous aussi, on a perdu du temps. On aurait dû agir beaucoup plus vite. Et on n'a pas été dans la SSPH+ originelle, bon d'ailleurs. Et on ne s'est pas battu parce qu'on s'est dit, de toute façon, ils ne veulent pas de nous, donc ça ne sert à rien. Hein, donc, c'est pas grave. Alors, mais on n'a pas remis en cause et on a eu faux. On avait tout faux parce que ça a ralenti justement la possibilité d'intégrer le droit dans la santé publique. Alors là, je fais volontiers mon mea culpa. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? On aurait dû reconnaître l'autre volet du droit de la santé publique. Et un point important, c'est que les gens qui mettent en œuvre le droit de la santé ne sont pas des juristes. Point barre. C'est comme ça. Et 99%. Et on n'a pas besoin d'avoir plus de juristes. Il faut bien me comprendre. Moi, je ne viens jamais pour dire on doit plus. On est assez de juristes. Ça va, on arrive. Il y a assez de spécialistes, comme il y a assez de médecins en Suisse romande. Il ne faut pas trop s'inquiéter par rapport à la formation. Il y a des études là-dessus. Et on peut regarder, d'un point de vue épidémiologique, la concentration des juristes, elle est suffisante dans le domaine. Mais on doit penser aux non-juristes. Et vous devez apprendre à faire de l'épidémiologie légale. À savoir, vous devez commencer à étudier les lois et les pratiques médicales qui peuvent provoquer des maladies ou qui peuvent augmenter les risques.
J'ai parlé de la législation sur l'avortement. Vous pouvez faire le choix. Vous faites une bonne ou une mauvaise législation sur l'avortement pour protéger les femmes, protéger les enfants à naître. Et contre-intuitivement, ben, c'est celle qui est la plus permissive qui va faire en sorte qu'il y aura le moins de femmes qui seront atteintes dans leur santé, il y aura le moins d'avortements qui vont se produire. Il y a plein d'autres exemples. Autre chose, il faut faire de la politique, la surveillance des politiques de la santé, en faisant un suivi, un vrai monitoring des lois à partir du moment où elles sont adoptées, puis quel impact ça peut avoir, je sais pas, la ceinture de sécurité avec 1, 2 points d'attache pour les enfants, le siège mis comme ça ou comme ça, etc. Tout ça, ça doit être évalué. Ça doit être évalué. Et parfois, c'est fait dans les grands domaines. Les denrées alimentaires sont en permanence, le vétérinaire et le chimiste cantonal sont des piliers de notre sécurité. Hein. Ils protègent plus de vies au quotidien que n'importe quel cardiologue ou chirurgien, hein, sans manquer de respect à ces professions très importantes. Mais le fait est, c'est que là, on fait du monitoring. Et puis enfin, on pourrait voir comment on peut étudier ces lois pour que finalement, on pourrait faire de la prévention, puis une amélioration de la santé pour tous. Ce qu'on a besoin, c'est un modèle transdisciplinaire. On doit créer les ponts entre les deux et puis arrêter de travailler séparément. Moi, j'étais très heureux quand finalement j'ai pu être nommé vice-directeur à l'école suisse de santé publique. J'étais aussi un petit moment dans l'école romande de santé publique et je suis content que l'école suisse de santé publique a survécu. Mais le fait est, c'est qu'on doit travailler ensemble. Et ce n'est pas un truc en parallèle, ah j'ai un problème, j'appelle le juriste, puis je lui délègue. Non, c'est à vous aussi de comprendre qu'il faut faire juste, sinon c'est dommage. La prescription. Donc on doit casser la barrière chronique qui existe entre nous. Et donc peut-être on est en partie responsable aussi. Donc je fais volontiers mon mea culpa, mais ça on doit casser. C'est fini, c'est du has-been, c'est bon. Et là je suis très heureux d'être professeur invité ici à Unisanté. J'aurais pu être ailleurs, je dois vous dire, et je me suis battu pour être à Unisanté et pas ailleurs. Ensuite, on doit améliorer la performance des lois et des normes dans le domaine du droit de la santé en étant justement plus systématique dans leur évaluation puis dans leur suivi et pour obtenir un better health faster. Alors après, Muriel, tu me pardonnes, je suis un peu taquin, mais c'est vrai que ça va avoir un impact. Pour nous, les juristes, on doit mieux comprendre comment le droit peut être perçu en termes scientifiques. Donc, moi, je suis président de la commission d'éthique de la recherche. Je lis le JAMA, je lis le Lancet, je lis le New England Journal of Medicine, Science, etc. Alors, je ne sais pas, dans la salle, il n'y a pas beaucoup de juristes. Est-ce que quelqu'un lit le bulletin officiel ou la feuille fédérale? Bon, merci. Voilà, on a un problème. Alors, sachez que nous, on fait l'effort. Hein. Olivier et moi, tous mes étudiants PhDs ont l'obligation, ils le font, ils vont lire le International Public Health Review. C'est une obligation. Hein. Mais justement, vous, spécialistes de la santé, professionnels de la santé, vous devriez un petit peu mieux comprendre à quoi vous pourriez mieux utiliser le droit comme science dans les sciences de la santé publique et puis démarrer une vraie évaluation systématique des politiques. Les agences de la santé devraient être mieux pourvues en termes de compétences juridiques, et je ne parle pas simplement de juristes qui font le rôle traditionnel du droit, mais des juristes qui savent faire de la santé publique, ça c'est important. Il faut que l'évaluation technologie assessment, mais l'évaluation des politiques, donc des lois, se fasse de manière routinière, hein, et donc on doit avoir ces outils de mesure qui doivent être mis à disposition. Le point, je vais finir de manière un peu provocatrice parce que je ne peux pas m'en empêcher. Si on regarde la task force, cette merveilleuse task force qui nous a guidés, qui a guidé le Conseil fédéral, regardez, on a 12 médecins, on n'a pas d'infirmières. Je parle du core group. Hein. 3 économistes, mais en fait, il y en a un qui n'est pas vraiment économiste, il y a 6 mathématiciens. C'est super important d'avoir. Vous êtes sur Bluetooth là pour vérifier que pour la traçabilité. Hein, je ne sais pas si vous avez. Ça marche super. Alors ça, c'est des millions. On aurait investi ailleurs, ça aurait été pas mal aussi. Ça. La preuve que la solution technologique est parfois peut-être s'avérer une absurdité, mais c'est pas grave. Mais bon, les mathématiciens, il y en a 6. Hein, ça fait sérieux, quoi. Ça fait sciences dures, quoi. Après, il y a les sciences de la vie. Pas de juriste, éthicien. Alors, éthicien, oui, il y en a une, mais en fait, elle est médecin, hein, et puis elle est vice-présidente. Voilà, elle a beaucoup de fonctions, c'est difficile, elle doit assumer beaucoup de compétences. Au total, 25 personnes. Alors, ces gens-là,
Je ne sais pas s'ils étaient vraiment bien profilés pour pouvoir adopter la loi Covid. Hein. Parce que si vous regardez la loi Covid sur laquelle on a voté, nous, le peuple, on parle des importances sur les droits politiques, sur l'assistance au business, sur le soutien à la vie culturelle, sur le sport, sur les procédures, sur comment on tient les assemblées dans des sociétés, dans les entreprises, etc. Tu t'en sors, toi, Muriel? Toi qui es pur et dur de la santé, là, t'es forte par rapport au modèle de financement des caisses de pension? Bon, alors je ne sais pas, la task force. Alors, si la future loi sur les épidémies qu'on va devoir nous préparer, elle est préparée par les mêmes gens qui ont fait la première, alors bon, moi j'étais aussi dans les conseils juridiques dans la combine, mais là, je veux dire, maintenant, moi, je ne peux pas imaginer une future loi sur la lutte contre les épidémies qui ne contienne pas ces chapitres ou qui n'en tiennent pas compte. Que ce ne soit pas dans la loi sur les épidémies, ça c'est tout à fait compréhensible, mais que la loi sur les épidémies n'en tienne pas compte, ça c'est impossible. Et il est clair qu'il n'y a aucun des experts de la task force qui est capable de dire quoi que ce soit là-dessus, ce qui est bien dommage. Et pour finir sur notre objectif, il y a eu un super article pour célébrer la santé publique et le fait que nous sommes une grande famille dans la revue médicale suisse au mois de mars de cette année. Muriel a signé avec Arnaud Chiolero et Antoine Flahault un très très beau numéro sur la santé publique. Bon, je ne veux quand même pas cacher le truc, mais il y avait un absent. Il y avait un absent, je ne sais pas, mais c'était l'Institut du droit de la santé. Alors moi, j'ai fait la tête d'abord, puisqu'il n'est pas là, à Bertrand Kieffer. C'est quelqu'un qui est assez agréable à taper dessus parce qu'il répond bien. Et Bertrand Kieffer, en fait, 2 semaines après, il a publié un bel article qui a été fait par Géraldine Marx sur santé personnalisée, santé publique. On aurait pu être dans le même numéro, ça aurait été sympa. C'est mon espoir pour la prochaine fois. Je vous remercie pour votre attention, puis je finis par une page de pub pour la preuve que le droit, c'est important, puisque vous faites de la recherche ici. On fait jeudi une journée spéciale à la commission d'éthique de la recherche avec la préposée cantonale à la protection des données sur le open data. Vous adorez mélanger les données, transférer d'un registre à l'autre. Eh bien, c'est pas si facile. Alors, si vous voulez savoir comment ça se passe, vous venez jeudi matin. Les places en présentiel sont prises, il n'y a plus de place. Mais on a déjà 150 inscrits, en fait 170, donc il y aura du monde. Enfin, on a de la place en absentiel, donc venez nombreux. Et puis là, je reviens en arrière. Merci d'avance. Alors, vous pouvez cliquer là, ceux qui ont l'accès. Moi, j'adore, c'est la chanson Love is Everywhere. Mais moi, j'aime penser c'est Love is Everywhere. Voilà. Merci pour votre attention. Je suis bon dans les temps? C'est bon. Merci beaucoup, Dominique. Je précise qu'on a publié un erratum de notre éditorial. Et oui, les juristes ne sont pas les seuls à se tromper, nous aussi. Nous sommes parfois des erreurs. C'était une omission de ne pas avoir mentionné l'Institut du droit de la santé dans cet éditorial, qu'on a rapidement corrigé, bien sûr. Tout à fait. Mais voilà, donc on a décidé de faire une série sur cette épidémiologie légale. En effet, je suis convaincu qu'on doit mieux se former dans ce domaine et qu'il y a un potentiel assez important et que là, la fragmentation du système suisse, sa décentralisation est plutôt un avantage qu'un désavantage parce que ça nous fournit des contrastes en fait. Ouais. Des contrastes dont on peut évaluer l'impact. Et donc la Suisse, de ce point de vue-là, peut être considérée comme un laboratoire qui nous permet d'avoir des mesures sur la causalité de ces politiques et de ces décisions. Et je me réjouis d'aller plus avant à ce niveau-là. On va voir s'il y a des questions dans l'Assemblée. Il y a une remarque de Pedro Marques Vidal. Vous pouvez peut-être juste faire le texte fait à Genève sur les politiques concernant l'alcool. Un article, il y a le lien juste en dessous. Voilà, donc Pedro Marques Vidal a mis un lien sur les politiques en lien avec l'alcool, qui est un article qui traite de cela et qui fait une synthèse à ce sujet, donc plus une information pour les personnes. Est-ce qu'ici, dans l'audience, il y a des questions? Oui, Stéphanie. Merci beaucoup, Dominique, pour cet exposé provoquant, mais je pense qu'effectivement, il donne beaucoup de pistes en fait sur des champs de dialogue. Mais un truc qui me titille en t'entendant depuis tout à l'heure, et puis
de manière un peu provocatrice comme ça, est-ce qu'au fond, on devrait faire des lois pour tous les problèmes en fait, de santé? Parce que tu as bien amené la question aussi de ces déterminants sociaux de la santé. Cette dimension qui est très systémique finalement de la santé, qui est produite par tout un tas d'autres choses que par des lois spécifiques comme tu as donné le tabac ou bien d'autres éléments comme ça, ou l'avortement. Et dans cette technique du public health in all policies plutôt, est-ce que tu vois là aussi, parce qu'on finira par adopter, quelque part, peut-être c'est pas le bon terme, mais il manque quelque chose d'une loi cadre en fait au niveau fédéral, me semble-t-il. C'est justement, pardon, mais c'est justement pour ça que c'est tellement important qu'on se parle, parce qu'il ne faut surtout pas faire plus de lois. Okay. Il ne faut surtout pas en faire plus. Et l'Institut, quand on a travaillé sur les législations sanitaires, a surtout travaillé sur la densité normative pour améliorer la lisibilité et la capacité des personnes ciblées à ajuster leur comportement, mais pas à augmenter les normes. Au contraire, moi, je me bats comme président de la commission d'éthique contre la bureaucratisation de l'éthique de la recherche, où il y a des éthiciens qui nous font des règles hyper compliquées sur le consentement, alors qu'il n'y a rien de plus simple que de demander la permission à quelqu'un. C'est une question de politesse, à mon avis. Donc, on n'a pas besoin de faire... On ne devrait pas avoir de loi sur le consentement si les gens apprenaient à se comporter avec un petit peu de gentillesse et de politesse entre nous. Donc, bien au contraire, il y a des juristes. Alors, le rapport de l'OMS 2017, le rôle essentiel du droit comme moyen de réalisation du droit à la santé est soutenu par cette mouvance-là qui défend qu'il faudrait une loi cadre. L'idée, le modèle idéal, il faut un code de la santé à la française. Mais ces gens-là, ils ne connaissent pas des pays comme la Suisse, qui sont des pays décentralisés. Je suis très content que tu aies présenté le fédéralisme comme un côté positif, parce que ce n'est pas seulement positif pour faire de la recherche, mais c'est positif pour faire de la santé. Et c'est grâce à cette diversité que les cantons romans ont un leadership en matière de santé publique, que peut-être les cantons primitifs, ou Richemont ou Turval, ne nous jalousent pas parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils pourraient faire mieux. Mais ça, c'est une autre question. Le point important, on n'a pas besoin de plus de normes. On a simplement besoin d'avoir conscience que quand on adopte des normes, quand on souhaite adopter des normes, elles ont des conséquences sur la santé. Et si on se pose la question, a priori, est-ce que je veux optimaliser mon processus ou pas, ben on sera gagnant. Mais surtout pas de loi cadre sur la santé. Ça, c'est un truc. Alors ouais, si on était consultant à Zurich, on vous proposerait ça, mais c'est jamais ce qu'on a fait à l'Institut de la santé. On a plutôt assez souvent découragé même des politiciens. On dit non, non. Vous m'avez entendu avant. Une législation sur la nutrition telle qu'elle est présentée de manière systématique par les parlements cantonaux, c'est très préoccupant parce que ça donne le sentiment qu'on s'occupe du problème pendant qu'on ne s'en occupe pas. Et ça m'inquiète. Alors, mais ce sera un autre débat, mais moi je pense vraiment qu'au niveau fédéral, on est très coincé parce qu'on ne traite que de la LAMAL et que c'est via la LAMAL qu'on met en place des éléments de régulation qui empêchent les cantons d'exercer leur mandat constitutionnel qui est de se préoccuper de la santé et du soin. Donc là, je ne suis pas complètement d'accord. Mais... Voilà. J'avais une slide que j'ai enlevée finalement, j'avais hésité sur dire que la LAMAL, ce n'est pas que la LAMAL. Et la mise en œuvre de la LAMAL, justement, c'est une myriade de législations qui tournent autour. Et de ce point de vue-là, on ne doit pas être trop coincé justement sur la loi ou telle loi en particulier. La LAMAL est très importante parce que c'est celle qui va financer les professionnels de la santé, et même les gens de la santé publique sont des professionnels de la santé, donc ils sont aussi financés en partie par la LAMAL, donc ils connaissent cette loi parce que c'est leur portefeuille. Mais on doit sortir de cette logique. Je pense que le fédéralisme a énormément de bons. Et je pense que l'exercice du pouvoir qui a été joué par le Conseil fédéral quand la première vague est arrivée, que aucun juriste pensait vivre dans sa vie, hein, ce transfert de pouvoir au Conseil fédéral de manière unilatérale avec beaucoup de compétences qui l'accompagnent, ça a été fait avec une certaine pondération et après, ce qui est regrettable, ce qui n'a moins bien été fait, c'est après la loi Covid, c'est qu'on est reparti dans les anciens réflexes. On se parlait plus pendant la première vague, il y avait plus de top-down avec de la scientificité qui était présente, puis après c'est reparti un peu dans les politiques locales. C'est pas à cause du fédéralisme, c'est pas un problème politique, hein, c'est vraiment un problème d'exercice du pouvoir et il faut le distinguer. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Ok, je crois qu'on va pouvoir terminer là. Merci encore, Dominique, et on se réjouit de pouvoir entendre la suite. Merci de Bonne l'invitation. journée à toutes et à tous.